Un téléspectateur nous a envoyé dernièrement ce message en forme de slogan avec Macron, la France bâillonnée, avec TV Liberté, la France libérée. Et il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. La crise sanitaire a entraîné d'incroyables restrictions. Provisoirement, les Français ont accepté de limiter leurs déplacements, comme dans le roman 1984 de George Orwell, de présenter des autorisations, d'être fichés en attendant d'être munis de puces électroniques. Covid-19 oblige, nous dit-on. Peut-on le croire quand dans le même temps, scandaleusement, le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a voulu imposer une information officielle validée par le gouvernement, des infos choisies par les amis de M. Macron dans la presse appartenant aux amis de M. Macron. Dans le même temps toujours, la première loi votée après le déconfinement est la loi Avia, une loi liberticide qui, pour combattre des propos haineux sur les réseaux sociaux, fait la chasse aux opposants au gouvernement. Le pouvoir veut faire taire sa vraie opposition par tous les moyens, régner en muselant l'adversaire. Enfin, dans le même temps encore, sur ordre de M. Macron, les réseaux sociaux renforcent férocement la censure. Dorénavant, à la demande de Facebook, des journalistes de quotidiens extrémistes et controversés comme Le Monde ou Libération sont payés pour juger, dénoncer, mettre à l'index les informations révélées par la presse alternative. C'est ainsi que TV Liberté doit faire face à une petite armée stipendiée de Fouquier-Tinville, régner en tuant l'adversaire. Mais c'est simple. On ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. Aucun flicage, aucune répression, aucune violence ne viendra à bout de l'esprit français, à ce caractère gaulois et rebelle qui constitue malgré tout le bel et vieux fond français. TV Liberté a surmonté la censure qui se voulait mortelle de Google YouTube. La chaîne progresse en multipliant ses téléspectateurs et ses abonnés malgré le travail des algorithmes pour ne pas référencer les programmes proposés, malgré le lourd silence médiatique autour de son existence même. Qu'importe, TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, est le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. La rentrée que la crise du Covid-19 va bouleverser, va offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Soros, Attali, Gates, Zuckerberg et consorts ont leur plan pour accélérer la mondialisation et l'uniformisation du monde. Nous avons aussi notre plan pour le monde à venir. Nous devons réussir et ils doivent échouer. Alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant.
monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Au sommaire ce soir, retour sur la course au vaccin contre le Covid-19. Alors que les scientifiques annoncent que l'épidémie semble contrôlée, Bill Gates appuie sur l'accélérateur, une obsession qui pose de nombreuses questions. 5 jours après la manifestation du collectif Justice pour Adama, relancée avec la mort de George Floyd aux États-Unis, nous sommes allés constater les dégâts dans les rues de Paris, l'occasion d'interroger les Français sur le prétendu racisme systémique de notre pays. Et puis également dans l'actualité, les rumeurs de remaniement ministériel. Sans surprise, la crise sanitaire aura considérablement affaibli le président de la République. Dans ce cadre, Emmanuel Macron pourrait tenter un jeu de chaises musicales gouvernementales pour calmer son opposition et affaiblir ses futurs concurrents. Et pour commencer cette édition, intéressons-nous à cette obsession vaccinale. Dès l'apparition du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, appuyée en grande partie par Bill Gates, a agité la nécessité de fabriquer un vaccin, une idée qui mérite d'être étudiée de près. 1,6 milliard de dollars de plus pour trouver un vaccin. Bill Gates, le patron de Microsoft, à la tête d'une fondation controversée, ne lésine pas sur les moyens pour ses recherches via Gavi, l'alliance du vaccin. Avec la pandémie de Covid-19, le rythme s'est accéléré. Sans surprise, les craintes vis-à-vis de la maladie ont en partie favorisé cette course médicale. À ce jour, quelques 170 vaccins contre le nouveau coronavirus seraient à l'étude. À croire que le filon s'annonce lucratif. Mais cette course contre la montre est-elle raisonnable? Pas si sûr. D'abord, d'autres épidémies proches du syndrome respiratoire aigu sévère comme le SRAS ou le MERS n'ont pas suscité un tel engouement. Et pour cause, ces deux maladies n'ont fait que très peu de victimes, en partie parce qu'elles ont disparu d'elles-mêmes. Un scénario tout à fait envisageable pour le Covid-19. D'ailleurs, selon le professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique, le virus est actuellement sous contrôle en France. Dans pareil cas, on ne voit pas très bien l'utilité d'un vaccin. Par ailleurs, ces virus ont une capacité de mutation méconnue. Certains pensent d'ailleurs que plusieurs variantes coexistent déjà. Ainsi, à l'instar de la grippe H1N1, les vaccins promus sont souvent dépassés au moment même de leur sortie commerciale. Pourtant, malgré leur inefficacité sur les souches en cours de diffusion, ils restent souvent conseillés par les autorités publiques. Un positionnement que l'on peut sans doute expliquer par le lobbying agressif des firmes pharmaceutiques, investissant sur la recherche qu'il faut ensuite amortir, coûte que coûte. La question de l'immunité quant au Covid-19 est loin d'être un sujet maîtrisé. D'abord, certains estiment qu'il est possible que les malades aient été réinfectés alors qu'ils ont été déclarés guéris. Et selon diverses études, des anciens malades ne présenteraient pas ou peu d'anticorps, notamment les personnes les plus jeunes chez qui un autre mécanisme immunitaire que les anticorps a pu se mettre en place pour combattre la maladie. En février dernier, le professeur Didier Raoult ne cachait pas son scepticisme sur la sortie d'un vaccin contre le Covid-19. On voit qu'il ne s'est pas inventé de vaccin nouveau depuis plus de 20 ans, qui soit utilisable, sauf celui de la dengue, qui a été partiellement un désastre parce que l'immunité contre la dengue prédispose à avoir une deuxième forme de la dengue, plus grave que la première. Il y a un énorme procès des Philippines actuellement contre les gens qui ont commercialisé la dengue. C'est le seul vaccin nouveau qui a été proposé. Certains ont été améliorés. Donc, si vous voulez, cette espèce de manie de dire à chaque fois qu'il apparaît quelque chose, vous savez, on va vous faire un vaccin, qu'à voir l'histoire du SARS qui a duré, qui s'est arrêté brutalement pendant l'été 2003. Et donc, si les gens ont fait un vaccin, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc, vous voyez, c'est une espèce de réponse automatique, là, qui est, qu'est-ce qui se passe? On va vous faire un vaccin parce que vous avez peur. La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel, actuellement, est extrêmement faible. Il y a extrêmement peu de situations. Il y a des maladies qui sont courantes, sur lesquelles une partie de la population importante est concernée, comme le virus respiratoire syncytial. Ça, c'est vraiment un truc. Il y a un deuxième vaccin récent, qui est le vaccin contre le méningocoque B, qui marche relativement, qui donne des résultats qui ne sont pas trop mauvais. C'est les seules choses qui soient nouvelles avec le papillomavirus, qui commence à avoir quelques années quand même maintenant, mais dont l'implantation, vous voyez, à grande échelle, est très problématique. Donc, si vous voulez, c'est un peu une manie, ça, de répondre à chaque fois qu'il y a un truc, vous savez, on va vous faire un vaccin, et d'ailleurs la presse se jette dessus, il y aura un vaccin dans 22 mois, 25 mois, 26 mois, 14 mois, tout ça, c'est de la science-fiction. Voilà. Je ne connais pas de maladie émergente pour lequel on ait trouvé un vaccin. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc, peut-être que ça arrivera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas arrivé.
Tout porte donc à croire que la naissance d'un vaccin contre le Covid-19 sera à prendre avec de grosses pincettes, à plus forte raison que l'élaboration d'un vaccin prend du temps. La course entreprise est donc gage de problème. En effet, qu'il s'agisse d'un vaccin ou d'un médicament, le recul est fondamental. Une commercialisation express peut ainsi être synonyme d'effets secondaires non maîtrisés. Par ailleurs, la personnalité très controversée de Bill Gates n'incite pas à la confiance. Son statut de chantre des nouvelles technologies, associé à ses investissements dans le domaine de la santé, donne lieu à d'autres interrogations. Si la question des puces RFID géolocalisables reste à cette heure peu envisageable, puisque la technologie GPS a besoin d'une énergie interne, la possibilité d'être détecté par des lecteurs est quant à elle possible. C'est d'ailleurs sur ces fonctions que repose la technologie d'une société américaine, Three Square Market, dont les salariés se sont vus injecter une puce pour pénétrer dans les locaux. Une science qui n'a donc rien de fictionnel et qui pourrait ainsi permettre, associée au vaccin, de savoir qui a reçu ou non une dose. À toutes ces craintes légitimes de la population s'ajoutera sans doute celle de la possible obligation vaccinale qui a grimpé en flèche avec Agnès Buzyn au ministère de la Santé, une injonction sanitaire qui pose de réels problèmes en termes de liberté individuelle. 3 jours après la manifestation interdite du collectif Justice pour Adama, les dégâts sont encore bien visibles dans le quartier de la Porte de Clichy. La guerre contre le prétendu privilège blanc, déjà explosive aux États-Unis, commence aussi à faire des dégâts en France. Un reportage de Géraud Dufayet. Contre la violence, mais pour les saccages. Entre jeunes de banlieue et extrême gauche, la manifestation interdite du collectif Justice pour Adama a laissé des traces dans les rues. Des débordements lourds de conséquences pour le quartier de la Porte de Clichy. Dégradation en tout genre, destruction du mobilier urbain, scooters incendiés, vitrines caillassées. Les riverains et les commerçants ont particulièrement profité du rassemblement. Il y avait une manif, ils ont passé en descendant vers le tribunal, ils ont cassé la porte et la vitrine. Heureusement, on était fermés, sinon ils vont rentrer, ils vont casser tout. J'avais un ami qui était là, qui a essayé de protéger la vitrine. Il a dit, si vous voulez, quel rapport entre Traoré et puis les motos, pour casser la vitrine. Alors l'autre, il m'a dit, moi je ne suis pas là pour Traoré, la seule chose qui m'intéresse, c'est de venir voler des motos. Franchement, je suis venu ce matin, j'étais énervé. Bref, j'étais énervé. Mais quand on dit la manif, oui, mais pour casser, pourquoi vous cassez les magasins de autres, je veux dire. Ah oui, surtout que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec... Moi, je n'ai rien à voir avec l'histoire de Traoré. Parmi les manifestants les plus virulents, on trouvait des jeunes de banlieue désireux d'en découdre, mais également des militants d'extrême gauche. Comme avec les Gilets jaunes, la gauche radicale s'invite dans le mouvement. Partout, leur signature est reconnaissable au lendemain de la manifestation. Si l'organisatrice Assa Traoré a rejeté la faute sur le préfet l'allemand, les forces de l'ordre semblent avoir été dépassées par les événements. Seul le tribunal judiciaire de Paris avait été sécurisé, laissant ainsi la place libre aux casseurs pour dégrader ce qui les entoure. Un manque de prévision qui peut laisser perplexe. Je pense qu'ils n'ont pas protégé les alentours du tribunal. Ils ont protégé le tribunal, ce qui est une bonne chose. Mais ils ne sont pas rendus compte que la manifestation, ils ont dû croire qu'il y avait 2 douzaines de pèlerins qui allaient se présenter et pas 20 000. Et ils se sont dit, je pense qu'ils ont pensé, ils n'ont jamais pensé que ça allait prendre une ampleur comme ça et qu'il allait falloir s'occuper des villes ou des arrondissements autour. Voilà. C'est quand même le rôle de prévoir. C'est l'État, c'est le gouvernement de prévoir. Et ils sont imprévisibles. Depuis les Gilets jaunes, ils sont dans le même cas. Ils n'ont pas amélioré vraiment le système, même en amenant le préfet l'allemand, ils ont dit avec lui tout va rouler. Ça continue comme d'habitude. Comme annoncé par Assa Traoré, cette manifestation ne pourrait être que le début d'une longue série. Galvanisés par les récents événements qui ont eu lieu aux États-Unis, les manifestants ont affirmé leur volonté de ne pas en rester là. Appuyés par des richissimes réseaux Open Society, comme en témoigne l'évolution d'Assa Traoré, les obsédés de la question raciale deviendront un nouveau pan des idiots utiles. En agitant l'obsessionnel privilège blanc, en opposant les 99% de la population, le 1% restant pourra rester dans sa tour d'ivoire, sans avoir à craindre ni de la police, ni des manifestants. La France et sa police sont-elles vraiment racistes ? Eh bien, c'est la question d'actualité que Géraud Dufayet est allé poser dans les rues de Paris. Est-ce que vous pensez que la France est raciste ?
Je dirais pas que la France est raciste. Je pense qu'il reste encore quelques personnes qui n'ont pas évolué et qui sont encore dans une ancienne dynamique. La France est peut-être pas raciste, mais il y a des Français qui le sont. Non, je ne peux pas dire que vraiment il y a un problème général. J'ai déjà plus de 35 ans en France. La France m'a beaucoup donné. Je ne peux pas dire que la France est raciste quand même. La France n'est pas plus raciste que d'autres pays dans le monde. Moi, j'étais en Afrique et j'ai été victime de racisme anti-européen. Non, moi, personnellement, ça va. Ça va, je ne me plains pas grâce à Dieu. Je suis arrivé ici, ce sont les Blancs qui m'ont donné cette situation que j'ai. Pour moi, oui, il y a quand même un problème de racisme, mais pour moi, c'est surtout, effectivement, les policiers sont problématiques. Je ne pense pas que la police est raciste, sinon il y aurait une bonne partie de la population qui serait ou qui ne serait plus d'ici, ou qui vivrait une situation catastrophique. Tous les policiers à qui j'ai eu affaire ont toujours été des personnes hyper correctes, y compris avec, je vous dis, mes amis qui sont de couleur. Je pense que certains policiers le sont, malheureusement, mais je pense que c'est important aussi que les policiers qui ne le sont pas se mettent en avant. Penser de manière générale, c'est dangereux plus qu'autre chose, mais il faut reconnaître que oui, il y a des policiers qui sont racistes, mais il y a aussi des gens très bien dans la police, je suppose. Il y a certains individus dans la police qui sont effectivement toujours un peu racistes, qui pensent toujours que l'être noir doit toujours rester inférieur ou bien doit toujours être puni. Aux États-Unis, on dit qu'il a été arrêté pour trafic de faux billets. Maintenant, il est devenu un saint. Alors, quelque part, c'est quand même bizarre. Ils sont davantage victimes, forcément, d'arrestations parce qu'ils ont un comportement qui est davantage compromettant. Emmanuel Macron marche sur des œufs. En quête d'un nouveau souffle, après l'épreuve de la crise sanitaire, le président de la République pourrait envisager un remaniement ministériel. Une manœuvre périlleuse alors que son Premier ministre a su se faire une place dans l'opinion publique. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Sortir la tête haute d'une séquence compliquée, c'est la mission que semble s'être donnée le président Macron à 2 ans de la fin de son quinquennat. Alors que l'idée d'un remaniement impliquant des personnalités de divers bords politiques avait largement circulé au plus fort de la crise sanitaire, le changement d'équipe semble aujourd'hui inéluctable. Si des personnalités issues de différentes tendances sont déjà présentes dans ce gouvernement, il s'agira désormais de créer un gouvernement de campagne pour préparer 2022. Tout porte à croire ainsi qu'une partie des ministres actuels sont assis sur un siège éjectable. Premier épisode de cette drôle de guerre qui se prépare en coulisses, la prise de position du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, dans un domaine qui lui est pourtant tout à fait étranger, en faveur de la manifestation violente en soutien à Adama Traoré. Des déclarations qui paraissent assez incompatibles avec le respect de l'ordre public qui incombe aux dirigeants. Cette petite sortie pourrait cependant n'être que le hors-d'œuvre dans le déballage à venir. En effet, qui dit remaniement à l'heure des réseaux sociaux et de l'ultra-médiatisation dit scandale assuré. Les règlements de compte des ministres ayant subi les vexations de leurs homologues mieux vus d'Emmanuel Macron devraient pleuvoir. Cette période de flottement institutionnel profite aussi aux spéculations et parmi celles-ci, principale interrogation, qu'adviendra-t-il d'Édouard Philippe ? Le Premier ministre a davantage su préserver son image pendant la crise sanitaire en se montrant rassurant là où le président était flou. Sa posture plutôt digne a tranché avec un Emmanuel Macron excité lors de la présentation de son plan à la culture par exemple. Difficile de savoir si le chef de l'État préférera se séparer de ce potentiel concurrent encombrant qui stabilise aussi sa présidence bancale. Une récente enquête d'opinion estimait ainsi que 65% des Français interrogés souhaitaient le maintien du Premier ministre en place alors même que 64% souhaitent un remaniement. Comprendre, les Français sont convertis au « en même temps » macronien et veulent le maintien d'Édouard Philippe, mais une valse chez les autres. Après avoir demandé au président du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais aussi du CESE de lui remettre un diagnostic de sortie de crise, le président espère tailler une équipe sur mesure. Le choix des personnes serait alors également guidé par la nécessité de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents pour 2022, un stratagème qui pourrait plaider pour la conservation d'Édouard Philippe. Comme par le passé, il s'agira sans doute de piocher à gauche et à droite. Mais si les volontaires pour un portefeuille étaient légion en 2017, l'atmosphère de fin de règne peut aussi s'avérer propice à des refus, certains prétendants préférant miser sur un autre cheval et s'éviter de faire partie du navire en déperdition. Autre inconnu, qui pourrait prendre place dans cette équipe remaniée ? Pour faire dans la concorde, il faudra savoir débaucher des personnalités qui n'inspirent pas le rejet de l'opinion. Dans ce cadre, le nom de Manuel Valls, qui circule régulièrement,
paraît assez improbable, sauf à choisir un véritable fusible qui concentre tout le ressentiment de l'opinion. Le nom de Ségolène Royal ressort aussi souvent, mais l'ancienne candidate à l'élection présidentielle est loin de faire l'unanimité et ses critiques vis-à-vis de l'actuel président l'ont peut-être effacé des scénarios de fin de mandat, sans compter que l'ancienne présidente du Poitou se voit toujours un destin présidentiel. François Bayrou, allié de longue date, aurait pu avoir le profil mais a récemment affirmé qu'il ne souhaitait pas rejoindre un gouvernement et son récent soutien au maire sortant de Lyon, Gérard Collomb, contre LREM a pu agacer. Par ailleurs, les affaires d'emploi fictif du MoDem, qu'il avait poussé dehors au début du quinquennat, ne sont pas davantage résolues. Macron compatible et parfois évoqué en possible ministrable, François Baroin aurait affirmé ne pas vouloir monter dans le Titanic quand il coule. Mais une nouvelle architecture gouvernementale a fuité dans le magazine Marianne vendredi, dans lequel on retrouve une note secrète, qui ne l'est plus, du patron des députés LREM à l'Assemblée, Gilles Legendre, ce même personnage qui s'est rendu célèbre en affirmant que les Français ne sont pas assez subtils pour comprendre les réformes engagées par la majorité. Celui-ci, qui comprend tout mieux que tout le monde, s'attaque à Édouard Philippe et propose tout bonnement de l'évincer. Le parlementaire à lunettes suggère aussi de placer Bruno Le Maire à Matignon à sa place et de mettre Manuel Valls aux affaires étrangères en déplaçant Jean-Yves Le Drian à l'intérieur. La note de Legendre est assez déconcertante par ailleurs, puisque celui-ci se plaint du Premier ministre qui ne se mêlerait pas assez des affaires de l'Assemblée, ce qui est normal dans le fonctionnement des institutions françaises. Cela lui permet aussi de s'auto-promouvoir en ministre des Relations avec le Parlement. Le ton adopté fait montre d'une soumission étonnante vis-à-vis du jeune président, avec des phrases comme, je cite, « À toi la vision, la stratégie, la relation aux Français ». Sur Bruno Le Maire, dont il est proche, Legendre dit tout simplement qu'il n'a pas de charisme. Une réflexion un peu gonflée venant de sa part. Cette bourde monumentale aura été mon épreuve du feu. J'en ris aujourd'hui, mais j'avoue que sur le moment, mon rire était jaune vif, de cette couleur devenue tant à la mode dans notre pays. Piètre consolation. Il n'y a pas d'âge pour être bizuté. L'idée de société civile, elle, n'est pas abandonnée, et quelques noms sont cités, les patrons de la Caisse des dépôts, celui de Sciences Po, et celui de Suez, une société civile très politique donc. Autre sucrerie de ce gouvernement, et pas des moindres pour finir, Castaner, ministre des Armées. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Thibaut Bastide. Des coups de feu près du siège de la République en marche. Jeudi, des policiers ont fait usage de leurs armes sur un véhicule dont le conducteur, refusant de s'arrêter, avait foncé sur l'un des fonctionnaires près du siège du parti présidentiel. Le conducteur, qui n'avait pas le permis, a été interpellé. Version très allégée pour le 14 juillet. Jeudi, l'Elysée a annoncé que le défilé militaire n'aura pas lieu à l'occasion de la fête nationale. Il sera remplacé par une cérémonie statique place de la Concorde rendant hommage au personnel soignant. Selon la présidence, cette cérémonie comprendra un dispositif resserré ramené à 2000 participants et environ 2500 invités dans le respect des règles de distanciation sociale. L'événement ne devrait pas être ouvert au public, mais la situation pourrait changer d'ici le 14 juillet. Le bras de fer se poursuit entre Donald Trump et Twitter. Le réseau social a désactivé une vidéo de l'équipe de campagne de Donald Trump qui rend hommage à George Floyd, affirmant qu'elle fait l'objet d'une plainte pour atteinte aux droits d'auteur. L'équipe du président états-unien a accusé Twitter de censurer un message édifiant et unificateur du président Trump. La semaine dernière, Twitter a mis plusieurs avertissements sur de nombreux messages postés par Donald Trump. Un haut dirigeant de Twitter n'a par ailleurs pas exclu jeudi que le réseau social suspende le compte du locataire de la Maison-Blanche. Une nouvelle technologie permet la découverte du plus ancien site Maya. Lors d'une étude d'une zone d'environ 800 km², une équipe internationale de chercheurs a découvert une vingtaine de sites Maya, dont le plus ancien est le plus grand monument Maya jamais identifié. Appelé Aguada Phoenix, c'est une immense plateforme surélevée de 1,4 km de long qui se situe au Mexique dans l'état de Tabasco. Cette incroyable découverte a été rendue possible grâce au système LIDAR. Embarqué sur un aéronef, le système LIDAR fonctionne comme un radar, sauf que les ondes radio sont remplacées par un système laser. Les impulsions laser sont répercutées par le sol, elles retournent à l'envoyeur et l'on peut ensuite reconstituer avec une grande précision la topographie des lieux.
Nouvelle découverte préhistorique en Argentine. Jeudi, des paléontologues ont annoncé avoir découvert des restes d'une nouvelle espèce de petits dinosaures carnivores ailés ayant vécu en Patagonie il y a 90 millions d'années. Les fossiles ont été retrouvés sur un site de la province de Rio Negro. Cette nouvelle espèce a été baptisée Oviraptor chimentoi et elle appartient au groupe de dinosaures carnivores appelé Paraves. Les scientifiques ont été étonnés de constater que les pattes de ce spécimen étaient semblables à celles d'un raptor, tandis que la partie supérieure était robuste et allongée, semblable à celle des oiseaux modernes. Selon les spécialistes, cette découverte pourrait apporter des informations sur l'évolution des oiseaux. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le président de Sud Radio, Didier Maisto, présente son ouvrage Passagers clandestins et il évoque la création d'un réseau social français et libre. Cette prise de conscience m'a conduit effectivement à acter une incompatibilité, je ne sais pas si elle sera durable, mais entre les représentants et les représentés. Cette démocratie représentative qu'on nous vante, cette social-démocratie qui n'en finit pas d'agoniser, qu'on nous vante dans les médias mainstream, qui ne sont que la caisse de résonance en fait de cette social-démocratie, n'est plus du tout représentative. Et on l'a vu dans la rue, les citoyens aspirent à une démocratie beaucoup plus directe, beaucoup plus participative. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous pour un Terre de Mission consacré à l'abrogation des lois progressistes. Et puis tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Un plan de relance du secteur automobile vient d'être présenté par le président Macronor. Il faut dire que le secteur automobile est en piteux état et un plan pouvait se justifier. Cela dit, ce plan est de 8 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, sachant qu'en plus de ça, ces 8 milliards d'euros sont par définition payés en partie par nos impôts. Ce plan, cela dit, pose 3 problèmes importants. Premier problème, les voitures qui sont présentées dans ce plan sont essentiellement les voitures du futur, les voitures électriques. Or, monsieur Le Floch-Prigent, qui est un véritable capitaine d'industrie, qui n'est pas le capitaine du blablabla, qui sait parler véritablement du monde de l'entreprise, a fort bien expliqué sur cette antenne, il y a quelques jours, que les voitures sont composées à hauteur de 40%, pour les voitures électriques, par cette fameuse pile. Et cette pile-batterie, cette batterie est fabriquée en Chine. Ce qui veut dire que 40% au minimum de la voiture électrique est fabriquée en Chine. Plus les composants divers et variés, cela signifie qu'en fait, la voiture du futur est majoritairement fabriquée à l'étranger. Et notamment en Chine pour la batterie. Tant mieux pour la Chine, tant pis pour la France. Deuxième problème, de façon générale, de façon globale et indépendamment des voitures du futur, les voitures françaises, franco-françaises, sont fabriquées majoritairement dans des pays étrangers. Les Français ne le savent pas forcément, pensent acheter une voiture franco-française, mais en fait achètent une voiture majoritairement fabriquée à l'étranger. Cela signifie que le plan va enrichir majoritairement les pays étrangers et non pas la France. Tant mieux pour les pays étrangers et tant pis pour la France. Et le troisième point qui est très important, c'est la focalisation de Macronor sur le problème des relocalisations. Pour éviter les points numéro 1 et numéro 2 de ce que je viens de dire, Macronor propose aux constructeurs qu'il y ait une relocalisation de la production en France. Et là,
l'on a envie de pouffer de rire. C'est une bonne blague. Vous imaginez les présidents de nos constructeurs français aller voir les présidents des pays dans lesquels sont fabriquées les voitures françaises en leur disant « Monsieur le Président, nous allons relocaliser en France une partie de la production ». Alors le président du pays dira « Mais monsieur, vous savez parfaitement que chez nous, on produit pour 2 ou 3 fois moins cher que chez vous ». Eh oui, mais c'est Macronor qui l'a décidé. Donc, évidemment, ça se terminera par un grand verre de whisky. Les présidents des pays étrangers et de nos groupes boiront à la santé de Macron et ne feront évidemment strictement rien pour rapatrier de la production en France. Quand Macronor, chef de guerre de l'automobile, annonce ce genre de choses, on a vraiment envie de pouffer de rire, on a vraiment envie de lui demander de faire du théâtre, de faire de la comédie, d'être comme les comiques, comme Bedos ou n'importe quel autre. Donc, le 3e point est un point absolument nul et non avenu. Tout ça a un nom, c'est la mondialisation. Au nom de la mondialisation, évidemment qu'on ne peut pas rapatrier à outrance de la production quand elle est partie à l'étranger, comme cela s'est fait massivement en France. Et donc en conclusion, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est retrouver véritablement une souveraineté nationale permettant de reconstruire une industrie, mais il y a un préalable, c'est de mettre à la poubelle cette mondialisation sauvage qui nous bloque complètement et qui fait mourir à petit feu notre industrie. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente soirée.